Bonjour à tous, en rade épisode 4, juste pour commencer, un petit extrait d'un poème de l'auteur dont on va parler. Pose ta douce tête d'automne sur mes genoux, raconte-moi qu'il y a un grand navire tout seul sur la mer. N'oublie pas de me dire que ses lumières ont froid et que ses vêtements de toile font rire l'hiver. Parle-moi des amis qui sont morts il y a longtemps. Ils dorment dans des tombeaux que nous ne verrons jamais, là-bas bien loin, dans un pays couleur de silence et de temps. S'ils revenaient, comme nous saurions les aimer. S'ils revenaient, comme nous saurions les aimer. Allez, on va commencer l'année 2024 avec un peu de mélancolie. Je pense qu'on avait besoin un peu de sfumato et de plaintes et de larmes. Donc je vous promets beaucoup de pittoresque. Parce que je vais pas vous parler d'un grand classique de la littérature, mais d'un paria qui s'appelle Oskar Wenceslas de Lubitsch Miloš, qu'on appellera Oskar Miloš par commodité, et il est né en 1877. Dans la bio que j'ai de lui dans mon livre, c'est écrit ça. C'est à Fontainebleau, le 2 mars 1939, que mourut Oskar de Lubitsch Miloš, au milieu de ses oiseaux, loin des hommes. C'est assez beau parce que c'est un poète maudit, très maudit, tellement maudit que plus personne se souvient de lui. Et sa première particularité, c'est qu'il est lituanien. Ce gars, c'est une sorte de revenant, il avait dépassé les limites des possibilités humaines, il parlait toutes les langues, mais il écrivait qu'en français. Pour lui, le français, c'était vraiment la langue de la littérature. Il avait voyagé un peu partout. Je vous mettrai une petite image de son visage, vous verrez, il a un visage très sculpté, assez triste. Il a bien une tête de poète maudit. Alors, je vais pas en faire trop quand même, on se souvient de lui, parce qu'un acteur comme Laurent Terzieff l'a beaucoup lu, joué et défendu. Et puis, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de clique de Happy Few qui le défendent vraiment, et qui pensent que c'est un des grands auteurs du XXe siècle. Mais c'est vrai qu'en ce début de XXe siècle, il est très marginal, parce que c'est un moment où le roman se révolutionne complètement, Proust, Céline, etc. Donc lui, il est pas du tout au même endroit, il est vraiment enfermé dans son petit monde imaginaire qui n'appartient qu'à lui. Donc si vous voulez, on peut le situer en isme, si on était dans un cours de français, voilà, et il appartient à une sorte de romantisme attardé, mélangé à du symbolisme et saupoudré de beaucoup de mystique. Mais bon, faut se méfier des ismes, généralement. Ce qu'il faut dire, c'est que je vais vous parler de son roman, qui s'appelle L'amoureuse initiation, publié en 1910 et qui est accueilli par un silence total. Ce roman, il se passe dans une Italie du XVIIIe siècle, très lugubre, avec des personnages très hauts en couleur. Et le personnage principal, il s'appelle Pinamonte. C'est un roman écrit à la première personne, donc c'est une sorte d'autobiographie fantasmée qui se passerait dans un temps lointain et perdu. Et ce personnage de Pinamonte, en fait, le modèle, c'est vraiment un Don Juan raté. Un Don Juan raté qui tombe amoureux d'une femme, et cette femme, vraiment, il lui voue une adoration, mais une adoration vraiment au sens religieux du terme. Par exemple, le personnage dit ça à un moment. « Il m'arriva d'ouïr, au milieu des plaintes de sa luxure, le nom suprême, le balbutiement de l'absolu. Mes mains maigrissaient, mes yeux devenaient étrangers, les miroirs se troublaient à ma vue, les gémissements des portes se racontaient au crépuscule mon histoire, puis... La tête de l'ensorceleuse s'endormait sur mes genoux, et ma raison oubliait toute chose, et mon âme se dissolvait dans le 7e néant de la joie. » Et tout le roman sera une sorte de chaos qui mélange des scènes de débauche, des scènes de jalousie, des lamentations à n'en plus finir, des crises mystiques, et tout ça à travers le monologue d'un vieux fou qui mélange beaucoup d'images et beaucoup de pensées. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pinamonte, dans le roman, il raconte cette histoire d'amour qui s'est passée il y a très longtemps. Alors j'ai une édition très curieuse du livre qui est assez drôle, en fait c'est une édition rouge reliée, avec des motifs de labyrinthe et le nom de l'auteur écrit en lettres d'or. Donc vu comme ça, le machin s'appelle L'amoureuse initiation, un livre rouge comme ça, on se dit tiens c'est un livre érotique ce machin, moi je vous rassure c'est pas un livre érotique, mais on dirait un peu un livre qui ne se lit que d'une main, comme on disait à l'époque. C'est vraiment un roman époustouflant qui ne peut être écrit que par quelqu'un de vraiment solitaire et désespéré. Et du point de vue du style,
Vraiment, il faut le lire à voix haute parce que c'est tellement singulier, c'est assez truculent, si je peux me permettre l'expression. C'est vraiment désuet. Et pourtant, dans toutes ces affaîtries, je trouve qu'il y a une sincérité, une profondeur, même une sorte de naïveté que je trouve très belle. On pourrait y trouver une sorte de mauvais goût, mais en fait je suis d'accord. Et je pense qu'il en joue de ce mauvais goût. Et que du coup le roman a le charme, je sais pas, des choses très pittoresques et qu'on aime malgré tout, même si on trouve qu'elles sont voilà, un peu outrancières. Et peut-être pour définir son style, un de ses poèmes les plus connus, parce qu'il était surtout poète, c'est un poème qui est pas en alexandrin, ni en autre chose, mais en vers de 11 syllabes. C'est un poème sur un cimetière de Lofoten, voilà, toujours son attirance pour les choses mortes, où il dit cette phrase bizarre, il dit les morts sont au fond moins morts que moi. C'est très bizarre ça. Je pense que l'autre fois j'ai relu le poème en disant ah oui c'est son poème le plus connu, puis j'arrivais à la fin sur les morts sont au fond moins morts que moi, et je me disais mais attends mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire, les morts sont moins morts que moi? Je crois que j'ai toujours pas répondu à cette question. Mais vous verrez, il y a beaucoup de vanité dans le texte, il y a beaucoup de choses comme ça où il est vraiment fasciné par tout ce qui est en train de pourrir, par tout ce qui est... Voilà, bon, ça doit être un drôle de programme, je pense, pour ce début d'année, déjà qu'il fait pas beau en ce moment, et qu'on n'a pas envie de sortir. Mais on va y aller franchement, on va vraiment se casser le moral une bonne fois pour toutes, et quand on aura touché le fond, peut-être que ça ira mieux, ok? Disons ça. Donc oui, en reparlant de ce poème de 11 syllabes, c'est vraiment ça. Il est fasciné pour tout ce qui est un peu boiteux, un peu de travers, quoi. Vous voyez, c'est bizarre un poème de 11 syllabes, ça n'a jamais existé. Donc à la fois, il y a un souci du rythme, mais d'un rythme qui est un peu boiteux, quoi. Et là, on va se concentrer non pas sur ces poèmes, mais sur l'amoureuse initiation, sur le début du roman, parce que ce roman est un récit dans le récit. Le cœur du roman, c'est Pinamonte qui raconte son ancienne histoire d'amour, mais il la raconte à un autre homme, et tout le livre est écrit comme si c'était le journal intime de cet autre homme, qui s'appelle Benjamin. Au tout début du roman, le premier narrateur, c'est Benjamin. Donc voilà, il n'y a qu'une chose à retenir, c'est qu'il y a deux personnages, Benjamin et Pinamonte. Ça va jusque-là, on n'est pas dans une complexité folle, et surtout, en fait, c'est un roman qui n'est pas construit sur une suite de péripéties et de retournements de situation. C'est vraiment un roman qui fait beaucoup de surplace. Mais du coup, c'est ça qui fait qu'il est très contemporain dans son refus de raconter des aventures, mais simplement des perceptions, des regrets, des sentiments, des fulgurances, des images. On se souvient de la belle phrase de Jean Ricardou pour définir grossièrement le roman moderne, c'est plus l'écriture d'une aventure, c'est l'aventure d'une écriture. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Benjamin? On est au tout début du roman. Un jour, je m'éveillais tout hébété à mon destin véritable, et je reconnus être une de ces âmes infortunées où les imaginations brûlantes de l'adolescence consument la réalité de toute une vie. Néanmoins, secouant ma torpeur, je me composais du mieux que je pus, je fis mon entrée en scène, et le spectacle commença. Pitoyable tragicomédie, je n'y ai jamais su faire qu'un personnage secondaire et des plus effacés, et je mourrais sans doute, sans en avoir connu le héros. Rien n'est si malaisé que d'apprendre à jouer le principal rôle dans les événements de sa propre existence. Ai-je aimé, ai-je haï? Il me souvient d'avoir ri et pleuré. Jamais, cependant, je n'ai senti palpiter sous ma main le cœur meurtri ou joyeux de la réalité. En confiant au papier ces futiles remembrances, j'ai conscience d'accomplir l'acte le plus important de ma vie. J'étais prédestiné au souvenir. Quand j'ai découvert ce roman, j'étais en fin d'adolescence. Donc j'avais pas vraiment la même manière de lire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je me lançais dans le livre et même s'il y a plein de trucs que je comprenais pas, j'étais capable de passer outre et de faire abstraction de plein de choses et de garder du roman que toutes ces images, son parfum en quelque sorte. Aujourd'hui, quand je comprends pas un truc, je m'arrête, j'essaie de comprendre. Donc, c'est pas la même chose, mais j'ai une petite nostalgie par rapport à ça parce que je l'ai relu récemment le roman et du coup, j'ai pas eu du tout la même perception. Mais je suis attaché à la frénésie avec laquelle j'avais lu ça à l'époque, j'étais très fasciné, quoi. Et puis c'est très drôle parce qu'après, il y a vraiment des passages où c'est marrant par rapport vraiment à la façon qu'il a d'écrire qui est
qui est très empoulé, et qui me fait rire un peu aujourd'hui. Il dit plus tard, dans le texte, qu'il va pas être finot, quoi. Il dit, voilà, vous allez voir comme j'écris, c'est vraiment, au moment où je devrais être fin, je suis comme un... Aussitôt j'y donne de tout mon vol, comme l'étourneau dans la glu. S'agit-il de mettre en lumière quelques traits nobles ou agréables ? Alors je m'arrête, je balance longuement, et je me retire tout penaud, ainsi que fait l'ourson couard devant une ruche éblouie de miel et vide d'abeilles. Donc c'est drôle ce début où il fait à la fois son autoportrait, à travers le premier narrateur, et en même temps son autocritique. Il dit voilà, ça va être mal écrit, je joue ma vie, mais de toute façon j'ai raté ma vie, j'ai été vraiment un figurant dans ma propre existence, je suis passé dans le fond, la scène principale se jouait sans moi. Et alors, bien vite, le premier narrateur, Benjamin, va rencontrer celui qui va devenir le narrateur principal, Pinamonte. Et comment il le rencontre ? C'est qu'il est dans une ruelle sombre de Naples, qui est évidemment dégueulasse, et il se fait bousculer par un chien et il tombe par terre. J'étais précisément au sortir du combat sans honneur, occupé de chercher sur le pavé humide de l'obscure ruelle le chapeau qui venait d'y rouler, lorsque soudain, brandillante, cavalière et timide dans le même temps, la singulière figure se vint offrir à mon regard. En dépit de l'heure et du lieu, l'inconnu me fit l'honnêteté de ramasser mon clabot et de se découvrir en m'accostant, en sorte que ses mains m'apparurent embarrassées de 2 coiffures à la fois. Nous nous examinâmes d'abord quelque temps en silence. L'impression du moment demeure profondément gravée dans mon esprit, car c'est d'elle que j'y date la naissance d'une idée fort singulière, et qui me tourmente aujourd'hui encore, à savoir que certaines rencontres ne se font jamais pour une première fois, et qu'il est en ce monde des créatures et des objets que l'on jurerait connaître de toute éternité. Je considérais l'étranger avec surprise, et non sans quelque méfiance. Lui, pour sa part, promenait sur ma chancelante personne, parce qu'il est bourré, en fait, Benjamin, promenait sur ma chancelante personne un regard tout pénétré d'étonnement et de malice. Alors là, il y a un dialogue, je me risque à faire le dialogue. « Hé, par le grand diavolo !» C'est un peu bizarre, les dialogues dans ce roman. « Hé, par le grand diavolo !» s'écria-t-il à la fin. « Sous le désordre de vos vêtements, je devine un homme de la première qualité. Votre vin, même, ne vous en déplaise, sent la bonne compagnie. Je m'ennuie à périr ce soir. Mon cher monsieur, partant, vous êtes le bienvenu. » Et Pinamonte l'invite chez lui. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est que là, le vieux Pinamonte se présente. Et il dit « Je suis Sassolo Sinibaldo, comte Pinamonte et 13e duc de Bretoniero. Mon ami Poniatowski, le roi philosophe, m'appelle, je ne saurais trop dire pour quelle raison, comte duc Antisthène. Ma grand-mère était une Guido Guerra. Et je me surprends quelquefois dans le vin à tirer vanité des liens qui m'unissent à la maison éteinte des Benedetto. » Parce que plus tard, Benjamin, quand il l'observe, il dit ça. Je pris garde aussi que sa très haute naissance lui était un sujet de poétique rêverie, bien plus qu'un fait réel dont il jugea possible de tirer vanité. Et ça, c'est très juste aussi par rapport à Miloš, qui en fait vient d'une grande famille aristocratique lituanienne, déchue, dont il ne reste plus rien, sinon peut-être un château en ruine, enfin... Tout ça nourrit son imaginaire et donne toujours un côté très pittoresque. Et puis de toute façon, il aime tout ce qui est en train de pourrir ou tout ce qui est en déliquescence, donc ça lui va parfaitement. On revient sur le chien. Et puis là, quelques phrases quand même d'un style particulier, attention, faut s'accrocher. Mon roquet famélique et galeux traînait encore dans l'éloignement ses glapissantes lamentations. Au douloureux accent de ce cerbère de tripot, un matou enroué mêlait par intervalles son amoureuse plainte. Un liquide odorant tomba d'une fenêtre sur le pavé visqueux. Une heure indistincte sonna en fausset dans l'ombre soudain plus dense d'un pressentiment d'aurore. Ce qui est important, c'est que le chien, la figure du chien va traverser tout le roman, et qu'à un moment, dans son délire, le vieux Pinamonte raconte qu'il voit un chien partout qu'il le suit, une sorte de double, de frère presque. Allez, je résiste pas à l'envie de vous lire le passage en question. Ma folie m'accompagnait partout sous la forme d'un chien véritable. J'étais devenu sujet à des visions. Non contente de tourmenter nuit et jour ma pauvre cervelle, l'horrible idée fixe me glaçait,
en m'apparaissant sous l'aspect répugnant d'un vieux roquet galeux, famélique et larmoyant. Oh, le petit corps dévoré de pustules, les maigres pattes, le cul pelé, enflé, l'écarlate nature en éternelle érection, du spectre rogneux, du chien immonde de mon âme. Je l'ai sans cesse devant les yeux, le temps ne l'a point fait pâlir. Hélas non, vienne la mort, le cadavre boursouflé de l'affreux animal suivra ma barque au fil du l'été. Par toutes les fois que je me reporte à cette époque horrible de ma vie, le frisson du dégoût me secoue de la perruque au talon. La tombe ne m'inspire ni crainte ni amour. L'éternité n'a plus rien à m'apprendre. Et à la toute fin du roman, je vous raconte la toute fin, les deux hommes se quittent, Benjamin part en fiacre, et à un moment, sa voiture s'arrête, et il demande au cocher ce qui se passe, et le gars lui dit « Non, c'est rien, on vient d'écraser un chien. » Et à ce moment-là, la dernière image du livre, c'est un chien éventré sur le pavé, en train de mourir. Alors là, je reviens au début, où j'en étais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un portrait de Pinamonte qui est génialissime. Parce que ça, on connaît bien, dans un roman, c'est un passage obligé, on doit présenter son personnage principal, on doit le décrire, et ça peut être des passages très pénibles, que des fois, on lit un peu par-dessus la jambe, parce qu'on se dit, bon, moi je préfère imaginer dans mon coin à quoi ressemble le personnage principal, j'ai pas envie qu'on me le décrive. Souvent, ces passages de description, que je regarde toujours très attentivement, parce qu'ils m'intéressent, ils sont plats quand ils sont fixes. Mais les passages de description sont réussis quand ils parviennent à donner un certain mouvement. Et ici, ça se fait d'une manière très étrange, par une parenthèse, qui, la parenthèse, normalement, pour les auteurs, voilà, ça permet d'ajouter une précision. Ou alors, ça peut être une sorte d'aparté, et là, ce sera une sorte de fulgurance, comme une image subliminale, qui surgit au milieu du portrait, et qui est très troublante, vous verrez. Bon, je lis le portrait. Là, c'est toujours le premier narrateur qui parle, Benjamin. Je considérais avec attention le babillard. C'est un babillard parce qu'il babille tout le temps. Si décharné et voûté qu'il fût, il ne me paraissait point trop mal fait de sa personne. Mais sa physionomie, où l'âge avait pratiqué de grands plis, et où le souvenir du plus mauvais jour semblait s'être fixé en une sorte de grimace aigre-douce, ensemble éplorée et rieuse, me donnait le frisson de la pitié et du dégoût. Des rides anxieuses couraient en tous sens sur le visage exsangue, marqué d'un mal d'aventure. Les tiraillements bizarres d'un grand nez tout gonflé de morgue circonspecte révélaient l'accoutumance, propre aux nomades, de flairer le vent de divers pays. Les yeux, furteurs et vils, et là c'est la parenthèse, j'ai connu à Sumatra une race de rats gigantesques et frugivores, dont le regard tout illuminé de hideuse sagacité me fit soulever le cœur. Fin de la parenthèse. Les yeux de mon nouvel ami, inquiets et fuyants, se figeaient par intervalles dans une sorte de fixité brûlante et vide qui me glaçait le sang. Je relis la parenthèse, elle est géniale, là on peut l'écrire et se la mettre au-dessus du bureau ou au-dessus du lit, quoi. J'ai connu à Sumatra une race de rats gigantesques et frugivores dont le regard tout illuminé de hideuse sagacité me fit soulever le cœur. Et ça en plein milieu de la page, je trouve ça génial. Et dans un style pas mal quand même. Une race de rats gigantesques et frugivores. On peut se la répéter, genre, tu sais, pour l'exercice de théâtre bidon, là, où tu dis une phrase un peu compliquée. Bon, alors, ce qui se passe, je vous épargne un peu les détails du début. Pinamonte invite Benjamin chez lui, il lui montre les portraits de ses ancêtres. D'ailleurs, il y a un des ancêtres sur lequel il pète un câble, il prend tout ce qu'il a dans les poches, il le jette sur le tableau. Il a des sortes de crises de panique, comme ça. Il y a beaucoup de tableaux, d'ailleurs, chez Pinamonte. Et Benjamin, au début du roman, il tombe sur un portrait de femme qui le choque, vraiment, parce que cette femme ressemble trait pour trait à l'amour de sa vie qu'il a perdu il y a très longtemps. Et ce qu'on comprend, enfin, moi je l'avais pas compris la première fois que j'avais lu le roman, mais là j'ai bien compris, c'est qu'en fait, ils ont aimé la même femme. Il y a très longtemps, Annalena avait fait croire à Benjamin qu'elle était morte pour mieux rompre avec lui, ce qui est une technique assez radicale. Et Pinamonte le comprend très vite, donc il y a beaucoup de phrases où il le nargue, ou au contraire, il sent une sorte de fraternité pour ce gars, parce qu'en fait, ils ont aimé la même femme. À partir d'une trentaine de pages, on entre dans le monologue du vieux Pinamonte, qui va définir toute la structure du roman. Et si j'avais qu'un passage à choisir,
dans tout ce long développement, qui parvient vraiment à réaliser l'idéal du roman comme long poème. C'est vraiment un poème ininterrompu. Donc je vais vous lire 2 pages, qui sont dans mon édition à la page 257 à peu près. Donc vous voyez, on a fait un grand saut, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est vraiment le petit écrin quoi. Donc je vous lis ces 2 pages, que j'aime beaucoup, et que je lis souvent. Donc là c'est le vieux qui parle, il vecchio. Je ne sais rien qui soit plus délicieusement navrant qu'une promenade à l'aventure dans les quartiers pauvres d'une grande cité, surtout après une nuit dépensée en débauches raffinées et coûteuses. Dès ma prime jeunesse, j'ai recherché avec passion ce morose plaisir, si riche en contrastes désolants. Aussi bien n'est-il pas de cul-de-sac si obscur en Europe, depuis Whitechapel à Londres jusqu'à Fréta à Varsovie, que je ne connaisse mieux que le monde de mon propre cœur, si plein d'amertume et de ténèbres. Je suis l'ami des vieilles fenêtres hypocrites, le confident des portes hostiles et verrouillées, le complice des caves où quelqu'un descendit jadis, qui n'est jamais remonté. Ma mémoire est une ville étrange, où la rue du Champ des Oiseaux de Francfort conduit à Soho et à Mile End Road, à travers les rues basses de Kiev et le ghetto de Venise. Et mon âme est une église Saint-Clément d'Ains fuligineuse et suintante, au milieu d'un enchevêtrement hideux de ruelles crapuleuses de Hambourg ou de Naples. Mon cœur est tout près des choses immobiles, ternes et muettes, et un secret instinct guide mes vieilles jambes fébriles vers les lieux désolés où quelques peines monstrueuses espèrent encore le rachat. Qu'une clarté vaporeuse de taverne d'East End attire mon regard. Aussitôt, une voix singulière me chuchote à l'oreille « Entre, ici tu pourrais bien rencontrer ton âme perdue. » J'aperçois un coin de mur moussu ou pisseux, une gouttière rouillée et crevée, un tas d'ordures ou n'importe quel autre objet charmant de la même espèce, et je m'arrête. Et je m'attarde là, à rêver de quelques maîtresses d'autrefois, laides et vicieuses, à regretter un être qui est mort et que je n'ai jamais aimé, à remémorer des instants lointains et vides dont je me soucie comme de moi-même. Et là, c'est la dernière phrase, attention. Je ne sais quel morose crapaud engraissé d'immondices et d'amertume en moi coasse, nuit et jour, à demi écrasé sous la pierre lourde et glacée de mon cœur. Elle est copieuse, celle-là, hein. On la refait. Je ne sais quel morose crapaud engraissé d'immondices et d'amertume en moi coasse, nuit et jour, à demi écrasé sous la pierre lourde et glacée de mon cœur. Ah, c'est dur de pas en faire des caisses sur une phrase pareille, hein. Ça fait un peu penser aux rats gigantesques et frugivores, tout ça. Eh ben, franchement, que dire après ça je ferme mon livre. Et en fait, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans dans ce livre chaotique et plein de défauts? Ça me fait penser un peu au jazz, parce que j'ai l'impression que les albums de jazz qui m'intéressent le plus, ils brillent plus par leurs défauts que par leur qualité. Il y a toujours quelque chose qui va pas et qui fait que ça devient plus dangereux, quoi. Je pense à Brian Corners de Thelonious Monk, où ses compositions sont trop compliquées pour les autres musiciens, qui ont du mal à improviser, donc c'est comme une sorte de péril tout le temps qui menace l'album et qui fait que c'est très beau. C'est un album des années 50. Je pourrais citer aussi Ascension de John Coltrane, qui est un de mes albums préférés. Et le pianiste McCoy Tyner se sent un peu gêné parce que c'est pas sa musique, c'est trop dissonant, ça lui ressemble pas. Donc, peut-être que je surinterprète, mais on sent qu'il a pas envie d'être là. Il y a un moment où on l'entend plus, il disparaît de l'album. Et il y a un moment incroyable, je trouve. On a l'impression que tous les musiciens se retournent vers lui. Et il lance son solo, et il fait un solo magnifique, qui est très contraint, on sent qu'il a pas envie d'y aller, en même temps il y va, c'est super beau, j'adore ce moment. Mais surtout, je pense que je devrais parler de Albert Ayler, qui est un saxophoniste américain, qui est né en 1936, donc en fait, Oscar Miloš est mort en 1939, donc il y a 3 années pendant lesquelles ces 2 mecs se situent sur la même planète, et... c'est pareil, c'est un poète maudit, Albert Ayler. C'est un artiste complètement incompris qui jouait du saxophone de manière complètement unique
et très étrange. Et donc, même quand il jouait avec les plus grands de l'avant-garde du jazz, comme Eric Dolphy, et ben, des types se levaient dans la salle pour lui balancer des bouteilles à la figure, quoi, parce que on pouvait pas l'entendre, quoi. Sa manière de jouer était trop personnelle, trop différente. Et là, j'aimerais bien qu'on entende Summertime d'Albert Ayler, pour qu'on comprenne un peu sa musique. C'est quelqu'un, Albert Ayler, qui avait la force de transformer le défaut, la fausse note, l'écart en ce qu'il y a de plus vibrant, de plus touchant, de plus essentiel. Et c'est pas une musique complètement torturée, au contraire, c'est un grand chant d'amour, il était très mélodramatique. Et j'aime beaucoup ce côté-là chez lui, et c'est pareil chez Oscar Miloche en fait. Une sorte d'exacerbation des sentiments que je trouve très belle, très naïve aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé que je parle de ce poète qui est pas assez connu. Et je vous souhaite de pas rester un figurant total dans votre propre existence et de devenir le héros, comme disait Benjamin au début. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut!